Merci beaucoup pour la présentation. Merci, François. Vous m'entendez bien? Bon, très bien. Alors, François a dit que je donnerais un portrait détaillé des médications actuelles. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a une demi-heure pour parler de tous les médicaments. Alors, ça va être une survol, ça va vraiment être un vol d'oiseau. Alors, on m'a dit qu'il fallait que je pèse là-dessus. Moi, je n'ai pas fondé la clinique à l'Institut neurologique parce que je ne suis pas assez vieux encore. OK. Alors, simplement pour souligner que où on en est aujourd'hui, c'est le résultat d'efforts concertés d'un ensemble de joueurs ou de donnants. Et on va parler des organismes de la sclérose en plaques qui recueillent des fonds, des donateurs, des agences gouvernementales comme le Fonds de recherche en santé du Québec ou encore l'Institut canadien de la recherche, des chercheurs cliniciens dans les hôpitaux, mais également des chercheurs dans l'industrie pharmaceutique, puis surtout des participants, des patients qui participent aux études. Alors, tout ce monde-là, collaborant ensemble depuis des années, ont permis l'émergence de nouveaux traitements. Simplement un rappel pour dire que la sclérose en plaques a été décrite par Jean-Martin Charcot en 1868, donc on est rendu à pas loin de 150 ans. On n'a toujours pas la cause, mais Charcot avait quand même remarqué qu'il y avait de l'inflammation autour des vaisseaux, puis ça demeure vrai. Il y avait une perte de myéline, il y avait une perte d'axone aussi, mais ça, on l'a oublié pendant 60 ans. Il avait reconnu la prédominance des femmes, le groupe d'âge qui est chez les gens relativement jeunes, et l'influence du stress et des infections. Mais quand il était arrivé à parler du traitement, il y avait tout simplement qu'il n'y en avait pas. Ça ne valait pas la peine d'en parler parce qu'il n'y avait rien. Mais on a fait du chemin depuis ce temps-là grâce à l'épidémiologie dont vous avez entendu parler ce matin, à la génétique aussi, à la biologie moléculaire, à l'immunologie, à la pathologie expérimentale et à l'imagerie dans les dernières années. Et voici où nous en sommes. Aujourd'hui, on va parler seulement des traitements de fond, parce qu'il y a également des traitements pour les poussées. Ça, on ne parlera pas de ça. On ne parlera pas aussi des traitements des complications, puis des mesures générales. On va se concentrer donc sur les traitements de fond. Et puis, la première génération, là, on parle des années mi-90 et début 2000, ont comporté on va dire, les injectables. Donc, Avonex, Betaseron, Extavia, qui est la même chose que Betaseron, mais qui a changé de nom grâce à une autre compagnie il y a quelques années, le Copaxone et le Rebif. Je pense que une bonne partie, sinon l'ensemble d'entre vous, connaissez pas mal ces médicaments-là. Donc, on va en parler très rapidement. Alors, les interférons, ce sont des substances qui sont sécrétées naturellement dans le corps par plusieurs cellules, dont les globules blancs. Et au début, quand ça a été découvert, il y a plusieurs années, maintenant on parle des années 50 à 60, on avait mis cette substance dans une boîte de culture de virus et le virus avait arrêté de pousser ou de croître ou de se multiplier. Et on avait dit donc que ça interfère avec la culture des virus, donc le mot interféron. Alors, les interférons sont des substances naturelles qui interfèrent avec la croissance des virus, mais également qui ont plusieurs actions immunologiques. Et pour sauter rapidement, là, les interférons qui ont été retenus pour le traitement de la sclérose en plaques, ce sont les interférons bêta, parce qu'on a également alpha et gamma. Gamma augmente la réponse immunitaire, donc c'est à proscrire, et alpha et bêta sont utilisés pour moduler la réponse immunitaire. On a également, depuis les années fin 90, début 2000, l'acétate de glutiramère ou Copaxone, qui, lui, avait été créé pour essayer de créer un modèle animal de sclérose en plaques qui s'appelle l'encéphalite allergique expérimentale. Et puis, au lieu de déclencher l'encéphalite, ça protégeait l'animal contre cette condition-là. Et puis, de fil en aiguille, on a fait des essais avec les humains, puis on s'est aperçu également que ça protégeait contre les poussées de sclérose en plaques dans une certaine mesure. Alors, l'ensemble des interférons et de l'acétate de glutiramère réduisent les poussées. Puis ça, on parle toujours des années 90, donc on ne mesurait pas exactement l'évolution de la sclérose en plaques comme on la mesure maintenant, environ 20 ans plus tard. À ce moment-là, on mesurait surtout la fréquence des poussées, puis on peut voir que l'ensemble des produits réduit la fréquence des poussées d'environ 30 %. Il y a un 18 % ici, mais quand il est analysé différemment, ça se rapproche du 30 %. Il y a une controverse autour de ça. On ne rentrera pas là-dedans parce que M. Cooper va être choqué avec moi. On va dépasser notre temps.
Alors, les interférons sont des injectables, comme l'acétate de glutyramère. Il y a des réactions au site d'injection, tous ceux qui en ont pris le savent. Il y a des réactions pseudo-grippales, puis il y a des maux de tête chez les gens qui sont déjà migraineux en général. Il faut surveiller la fonction hépatique parce que ça peut affecter les enzymes hépatiques. Il faut surveiller la fonction thyroïdienne moins rigoureusement. Puis il faut parfois surveiller la formule sanguine parce que ça peut abaisser les globules blancs. À long terme, c'est généralement sécuritaire. On a maintenant un recul d'une vingtaine d'années. Et puis, il y a eu peu de complications. Il y en a quelques-unes parfois. Il y a quand même eu des gens qui ont eu des complications hépatiques graves qui ont nécessité jusqu'à une transplantation hépatique, mais c'est rare. Puis également quelques cas d'altération des plaquettes sanguines. Mais ça également, c'est rare aussi. Même chose pour l'acétate de glutyramère. C'est depuis environ 20 ans. Sécurité très bonne. Pas de complications au niveau sanguin, pas de complications au niveau hépatique. Mais chez les gens de plus faible poids, surtout chez les femmes, on peut voir une modification du tissu sous-cutané qui s'appelle la lipoatrophie. Puis ça peut interférer éventuellement à long terme avec l'usage du médicament parce que ça peut défigurer un petit peu. Bon, alors, j'en dirai pas plus sur les médicaments de la première génération. On va arriver aux médicaments nouveaux actuellement qui sont apparus, comme vous pouvez le voir ici, depuis 2006. Et le premier à apparaître, c'était le Tysabri, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Le Tysabri, c'est une médication qui se donne par voie intraveineuse, une fois à toutes les 4 semaines, et puis qui est essentiellement composé d'un anticorps. Vous savez tous que notre système immunitaire produit des anticorps pour nous défendre contre différents agresseurs, les virus, les bactéries, puis même les cellules cancéreuses. Mais l'anticorps de Tysabri, c'est un anticorps monoclonal qui a été purifié à tel point qu'il cible seulement qu'une cible. Et cette cible, c'est ce qu'on appelle une molécule d'adhésion qui est nécessaire pour que les lymphocytes, c'est-à-dire les lymphocytes agresseurs qui causent les plaques de sclérose en plaques, pour les empêcher de pénétrer dans le cerveau. C'est comme si on mettait une barrière entre le vaisseau et le cerveau. Et donc, les lymphocytes agressifs ou sensibilisés à différents antigènes du système nerveux ne peuvent plus entrer. Donc, c'est très efficace, comme vous pouvez le voir. C'est un médicament qui est utilisé dans la forme rémitante de sclérose en plaques, c'est-à-dire la forme avec poussée-rémission. Et on l'utilise au Québec. Il est approuvé surtout en deuxième ligne, mais il peut parfois être utilisé en première ligne dans les cas de sclérose en plaques très agressifs. Là, pour la Tysabri, puis également pour tous les autres produits qui vont venir, je vais présenter très peu de diapos sur l'efficacité parce qu'on n'a pas le temps. Il y a des diapos sur ce qu'on appelle la progression de l'incapacité, qu'on mesure avec une échelle qu'on appelle les DSS. J'en parlerai presque pas pour tous les produits. Puis c'est la même chose pour l'imagerie, j'en parlerai pas non plus parce qu'on n'a pas assez de temps. Je vais montrer donc seulement que les résultats sur les poussées. Et puis avec Tysabri, on peut voir que versus un placebo, on réduisait les poussées, on n'est plus de l'ordre de 30 %. Là, on parle ici de 68 %. Donc, c'est beaucoup plus puissant que la première génération. On voit également ici que, il y a peut-être une exception pour celui-là, que les DSS est stable plus longtemps si on compare à un placebo. Puis c'est une efficacité quand même qui est assez remarquable. On va même jusqu'à incorporer maintenant un nouveau concept, puis on peut l'utiliser avec certains produits. Ce concept-là qui consiste à dire qu'il n'y a aucune activité de la maladie, soit mesurée par le nombre de rechutes, soit mesurée par l'examen neurologique avec la fameuse échelle EDSS, soit mesurée avec l'imagerie qui ne montre aucune nouvelle lésion ou aucune lésion inflammatoire telle qu'on peut le voir lorsqu'on utilise un colorant. Alors, ce concept, en anglais, c'est le NEDA, No Evidence of Disease Activity. Je ne pense pas qu'il y ait de traduction encore en français, mais tout simplement pour dire qu'ici, avec le natalizumab ou Tysabri, on a 37 % des gens sur 2 ans qui n'ont aucune évidence d'activité, soit clinique, soit en résonance magnétique. C'est quand même très intéressant. Alors, je vais aller vite là-dessus, mais simplement pour montrer que dans le temps, là, les études originales ont duré 2 ans. Mais dans le temps, là, ici, on est rendu sur 6 ans à peu près. On voit que le taux de rechute, qui est pour le natalizumab, qui est en bleu, il reste bas sur toutes les années. Alors, c'est quand même un produit qui est efficace, non seulement à court terme, mais à long terme. C'est bien, mais il y a un mais. Alors, de façon générale,
C'est un produit qui a peu d'effets secondaires à court terme. Il peut y avoir des réactions allergiques au moment de l'infusion, parce que comme je l'ai mentionné, c'est une infusion intraveineuse aux 4 semaines, donc il peut y avoir des gens qui font une allergie, mais le taux est bas. On voit ici 1,1 %. Il y a des gens qui peuvent se sentir mal parce que c'est une injection intraveineuse, donc ils peuvent se sentir faibles, mal à la tête, fatigués. Mais encore une fois, c'est relativement peu important, puis c'est très bien gérable. Et puis, il n'y a pas de risque élevé pour les cancers ou les infections graves ou la dépression. Il n'y a seulement qu'une infection qui est grave, c'est la LMP que vous pouvez voir dans le bas de l'écran, ce qui veut dire leucoencéphalopathie multifocale progressive. Vous n'êtes pas obligé de le retenir, il n'y aura pas de quiz à la fin de la présentation. Mais c'est très important à retenir parce que c'est mortel dans 20 % des cas, ou 20 à 22 %. Donc, c'est une chose qu'il faut éviter à tout prix. Puis on va expliquer un petit peu tantôt comment on fait ça. Il y a quelques cas d'infection à herpès zoster, mais c'est relativement peu fréquent. Et puis, voici ce que la LMP, PML en anglais. Malheureusement, cette diapo-là, je ne pouvais pas la traduire parce que tout le texte est dans la matrice de la diapo, donc je n'ai pas pu la changer. Mais on peut voir ici au niveau des flèches rouges qu'il y a une... Bon, j'ai pas de pointeur ici. Hein. Ça n'a pas l'air. Alors, je n'ose pas toucher au bouton que je ne connais pas de peur de faire sauter quelque chose. Mais on va voir, là, vous voyez 2 espèces de bananes à gauche. Ce sont les ventricules latéraux. Et vous voyez qu'autour des ventricules, il y a des taches blanches et ce sont des plaques de sclérose en plaques. Mais au niveau de la flèche rouge, vous allez voir qu'il y a une longue lésion qui borde le cortex cérébral qu'on voit. Ah, il y a une petite flèche là. Oui. Ah oui, dans mon dos. OK. Alors, il y a ça, puis si on voit la diapo un peu plus au central, on la voit encore mieux dans une autre séquence qu'on appelle la séquence FLAIR. Là, tout ça, là, c'est une infection virale avec un virus qui s'appelle le virus JC, du nom du premier patient qui a contacté cette maladie-là, qui était un CDN, qui s'appelait John Cunningham. Donc, c'est le virus JC. Et dans la pièce ici, il y a à peu près 60 % des gens qui sont porteurs. C'est un virus qui n'est pas dangereux lorsqu'on ne fait pas des choses comme prendre Tysabri ou encore de la chimiothérapie ou encore si on est porteur d'un cancer très débilitant ou d'une maladie du système immunitaire. Chez les cas normaux, entre guillemets, dans le 60 % là, on n'a aucun problème avec le virus JC. On ne sait pas très bien comment on l'attrape, mais on l'attrape. Et puis, il réside probablement dans la moelle osseuse, mais on n'est pas certain, ou dans les reins des patients qui sont porteurs. Alors, si les patients sont porteurs, le risque de faire une LMP avec le Tysabri, sur 2 ans, au départ, c'était 1 sur 1000, mais à mesure qu'on utilise le médicament, et si on est porteur, parce que si on n'est pas porteur, le risque est très bas, on parle de 1 sur 10 000, mais si on est porteur, ça baisse graduellement avec le temps. Merci beaucoup. Bon, ben, je vais être obligé d'en prendre parce que là, je ne vais pas vous faire lever pour rien. Bien. Alors, de 1 sur 10 000, avec le temps, pour ceux qui sont positifs ou porteurs, ça peut baisser jusqu'à 1 sur 250. Alors, il arrive un moment où votre neurologue va vous dire il faut qu'on change, le risque est trop élevé. Alors, on va arrêter là pour le Tysabri. Maintenant, un autre médicament qui est apparu tout récemment, ou qui va apparaître bientôt, pour être plus exact. Il est approuvé par Santé Canada, mais il n'est pas encore approuvé par le Québec, mais on nous dit que ça s'en vient. Alors ça aussi, c'est un anticorps monoclonal. C'est un médicament donc, qui est fait à partir d'un anticorps. Et cet anticorps, cette fois-ci, n'est pas dirigé contre la molécule de la membrane du vaisseau, mais plutôt vers un antigène qui est à la surface d'un ensemble de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes. Et on va parler plus spécifiquement des lymphocytes T qui sont agresseurs dans les plaques de sclérose en plaques et des lymphocytes B qui sont les précurseurs des cellules qui vont faire les anticorps qui peuvent être dirigés également contre certains constituants du système nerveux central. Alors, l'Emtrada ou alentezumab, comme il était connu il n'y a pas longtemps, attaque les cellules T et B et de façon très, très efficace. En quelques semaines, les cellules T et les cellules B disparaissent presque complètement du sang circulant.
Et pour les cellules T, ça va prendre 48 semaines pour réapparaître. Et pour les cellules B, ça remonte à peu près graduellement après 6 mois. Alors, les cellules T et B sont détruites et à un moment donné, le système immunitaire, évidemment, va se reconstituer. Comme je l'ai mentionné, ça revient. Mais en se reconstituant, ce ne sera pas les mêmes cellules, de sorte qu'on va avoir la capacité de se défendre contre les infections. Mais également, il y a des cellules qu'on appelle régulatrices qui vont réapparaître et qui peuvent être partiellement déréglées ou l'équilibre dans le système immunitaire est déréglé, de sorte que ça peut entraîner à la fois une protection, mais également certaines complications, comme on va le voir. Mais avant de parler de ça, l'efficacité du Lemtrada est assez remarquable aussi. Si on compare, non pas avec un placebo, mais avec un traitement qui existe à l'heure actuelle, qui est le Rebif 44, qui est quand même un traitement qui est de l'ordre de 30 à 32 de réduction, le Lemtrada, comparativement à Rebif, a réduit la fréquence des poussées de 50. Initialement, c'était 75 mais les données les plus récentes, c'est plutôt de 54 à 55 Là, on parle de 2 études, KRMS-1 et KRMS-2. C'est deux études récentes. Et puis, on est rendu maintenant avec un recul de jusqu'à 5 ans. Ce dont je ne parle pas ici, mais que je vais mentionner très, très brièvement, c'est que non seulement il y a une réduction importante des poussées, mais également une stabilisation et même une amélioration du fameux score EDSS. Et ça peut persister dans 60 à 70 des patients jusqu'à 6 ans. C'est là qu'on est rendu avec le recul. Alors, les patients qui prennent l'Amtrada, vu que c'est un anticorps monoclonal, donc une protéine étrangère au corps, lorsqu'ils le reçoivent, il faut dire en passant que la façon dont il est administré, lui, c'est une infusion intraveineuse à 5 reprises, 5 jours de suite, la première année. Et après ça, il n'y a plus aucun traitement pour cette année-là. Et 3 jours au début de suite, au début de la deuxième année. Et pour la troisième année, on traite seulement si c'est nécessaire. Et il y a un pourcentage on va dire qu'il y a à peu près 20 à 25 des patients qui ont eu besoin d'être traités dans la troisième année. Et même chose pour la quatrième année. Donc, c'est un traitement très efficace qui peut quand même, au moment de l'infusion, avoir des effets secondaires immédiats et qui sont listés ici et pour lesquels on est, ou dans la suivante, je devrais dire, mais c'est des réactions allergiques, ça peut être des maux de tête, ça peut être une modification de la pression artérielle, à tel point que c'est fréquent. La plupart des patients même ont ce genre de réaction-là. Et à cause de ça, on est obligé de pré-traiter ces patients-là avec de la cortisone, comme le Solu-Medrol que plusieurs d'entre vous ont reçu au moment des poussées. Cette fois-ci pour 3 jours. Certains font même 5 jours. Et puis également avec un autre médicament qui est l'aciclovir, qui est un antiviral, parce que vu que c'est un médicament très efficace sur les cellules T et les cellules B, dans les premiers mois, on peut avoir une recrudescence d'herpès. Donc, on traite avec aciclovir. Et également des antihistaminiques ou des antipyrétiques pour éviter la fièvre ou encore les réactions allergiques. Bon, tout ceci a l'air très impressionnant, mais quand c'est géré par les gens qui connaissent bien ça, ça se passe bien. Bon, les effets secondaires sont ici. Maux de tête, étourdissement, éruption cutanée, fièvre, nausées, vomissements, difficulté à dormir. Alors, un point que j'ai mentionné très brièvement tantôt, c'est qu'il y a des effets secondaires immédiats, mais il y a des effets secondaires à long terme. Et quels sont-ils? Mais les effets secondaires à long terme, sont ce qu'on appelle les effets secondaires auto-immuns. Je regarde mon temps. Bon, ça va bien. Alors, et les effets secondaires auto-immuns sont la conséquence justement de ce dérèglement de ce qu'on appelle les cellules régulatrices, de sorte qu'il peut apparaître des maladies auto-immunes avec un recul dans la deuxième année surtout et après. Et les maladies auto-immunes, ça va cibler surtout la thyroïde. Alors, dans environ 20 à 22 des cas, les patients qui vont voir soit une augmentation de la fonction thyroïdienne, une hyperthyroïdie ou une hypothyroïdie, plus souvent une hypo, mais également une hyper, qui sont bien traitables, mais ça va obliger votre médecin à monitoriser un ensemble de fonctions. Ces nouveaux médicaments-là qui sont plus puissants vont obliger le patient et le médecin à exercer un monitoring beaucoup plus serré qu'avec la génération précédente. Donc, il va falloir monitoriser la fonction thyroïdienne. Il y a également, dans moins que 1 des cas, ce n'est pas nombreux, mais c'est quand même important, moins que 1 des cas, on va avoir une déperdition des plaquettes sanguines. Et lorsqu'on perd nos plaquettes, bon, on peut saigner. Le premier cas qui est arrivé dans l'étude
comme personne ne s'y attendait, euh, ça s'est manifesté par une hémorragie cérébrale dont il est mort. Donc, le premier cas est mort, mais à partir de là, tous les patients sont monitorisés également pour les plaquettes sanguines. Et en bout de ligne, ça représente moins que 1 % des patients qui peuvent avoir des changements, mais il faut bien s'en occuper. Si les plaquettes sanguines baissent, on traite cette condition-là qui s'appelle une thrombocytopénie avec de la cortisone et ça répond bien, mais ça veut dire également qu'on ne peut plus jamais donner de l'Emtrada à ce patient-là. Dans un plus faible pourcentage, on peut avoir, on parle ici de 0,3 %, on peut avoir une atteinte immunitaire également de la fonction rénale. On appelle ça une maladie antimembrane basale du rein. C'est peu fréquent, mais ça peut être sérieux. Donc, encore une fois, un monitoring très serré. Donc, ça veut dire que le patient doit avoir des prises de sang pour monitoriser ses plaquettes, pour monitoriser le foie, pour monitoriser la fonction, le nombre de globules blancs, monitoriser la thyroïde, puis monitoriser les reins. Donc, c'est beaucoup d'ouvrages, mais ça a des résultats impressionnants. On va passer au suivant, parce qu'on ne peut pas s'attarder trop longtemps, mais il y aurait beaucoup plus à dire. L'autre médicament que vous connaissez sans doute, c'est le Gilenya ou fingolimod, ou FTY 720 il n'y a pas si longtemps. Ça, c'est un médicament qui est approuvé par le gouvernement québécois, qui est remboursé, mais selon des modalités dont on n'aura pas le temps de parler beaucoup, mais dont je vais juste mentionner très, très brièvement à la fin. Alors, ça, c'est un médicament qui agit encore une fois d'une façon complètement différente. Mais ce qu'il y a de commun à tous les médicaments que j'ai mentionnés à venir jusqu'à maintenant, c'est que ce sont tous des produits qui agissent sur le système immunitaire. Alors ici, les lymphocytes sont redistribués dans le corps humain. Ça, je vais vous expliquer exactement ce que ça veut dire. Alors, les globules blancs circulent dans le sang. Ils sont produits par la moelle osseuse, par la rate, par d'autres organes comme le foie. Ils circulent dans le sang, ils circulent dans les vaisseaux sanguins, mais également ils circulent dans d'autres vaisseaux qui sont parallèles, ce qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques. Et lorsqu'ils circulent dans les vaisseaux lymphatiques, il faut qu'ils passent par les ganglions lymphatiques qui sont distribués un peu partout dans le corps. Puis il y a également un pool de lymphocytes qui se retrouve dans les organes, foie, rate, etc. Lorsque les globules blancs passent dans les vaisseaux lymphatiques, puis ils passent pour la plupart tous par là, au moment où ils rentrent dans le ganglion lymphatique, il n'y a pas besoin d'un mécanisme spécial. Ils font juste rentrer parce que la porte est ouverte puis il n'y a pas de problème. Pour sortir, par contre, ça leur prend un récepteur. Et c'est là que le Gilenya intervient. Il bloque le récepteur de sorte que les lymphocytes sont séquestrés dans les ganglions. Les ganglions ne viennent pas plus gros là, parce que si on palpe les ganglions, on ne voit aucune différence. C'est dû au fait que les lymphocytes circulants, dans le fond, ça représente à peu près moins que 15 % de la population totale des lymphocytes, de sorte que ça ne paraît pas. Mais les lymphocytes sont séquestrés là, ils ne sont pas disparus, ils ne disparaissent pas comme avec le Lemtrada, mais ils sont là, donc ils peuvent exercer une certaine influence ou une certaine action en relation avec les infections. Mais en ce qui concerne la sclérose en plaques, ça fait en sorte qu'en bout de ligne, il rentre moins de lymphocytes, encore une fois, dans le cerveau, et par conséquent, ça aide ou ça diminue de beaucoup l'activité inflammatoire, et ça donne ceci sur le nombre de poussées, encore avec le fingolimod. Ici, c'était l'étude originale où on avait utilisé 2 doses. Retenez que la dose qui a été gardée en clinique, puis qui est approuvée par les gouvernements, c'est seulement la dose de 0,5. Et versus le placebo, on avait une diminution de poussée de 54 %. Donc, encore une fois, un produit beaucoup plus, qui a l'air sur papier, en tout cas, beaucoup plus efficace que les premières générations et qui a également des effets secondaires. Alors, les effets secondaires, bon, je m'explique un petit peu, je vais donner quelques détails. Ce médicament-là agit sur un récepteur qui s'appelle le S1P1. Il n'y aura pas de question là-dessus non plus, mais le S1P1 se retrouve dans plusieurs cellules, plusieurs organes, pas juste dans les ganglions. Il y en a dans le cœur, il y en a dans les bronches, il y en a également dans d'autres organes, de sorte qu'à cause de ça, le Gilenya peut avoir une action sur le cœur, puis il peut avoir une action sur les bronches, il peut avoir une action également sur la rétine. Alors, ça détermine en partie la raison des effets secondaires. Il y a un des effets secondaires qu'on a observé, puis je souligne encore qu'on avait 2 doses et que les effets secondaires sont arrivés avec la plus haute dose à laquelle vous ne serez pas exposé parce qu'elle n'a pas été retenue en clinique. Alors, ça peut entraîner dans les premières heures, on parle de 6 à 24 heures,
il va y avoir un ralentissement du cœur à cause des S1P1 qui sont dans le cœur. Et puis, à cause de ça, on va être obligé de vous garder à la clinique, ou peu importe où c'est, là, en observation pendant les 6 à 8 premières heures pour s'assurer que le cœur ne ralentit pas trop. La majorité des cas qui ont un ralentissement, on parle ici de 3,5 %, mais ça, c'est avec les 2 doses. La majorité des cas ne s'en aperçoivent même pas. Ils se sentent pas mal, ils n'ont pas de faiblesse, mais il y a quelques-uns qui pourraient s'en apercevoir, mais ça, c'est une minorité. C'est réversible à chaque fois. Pour certains patients, ça peut prendre un peu plus que 24 heures. On dit que si on fait les statistiques sur l'ensemble des jours suivants, ça peut prendre jusqu'à 2 semaines pour retourner, ou même 3 semaines pour retourner au rythme cardiaque de base. Mais en dedans de 24 heures, c'est hautement sécuritaire. Alors ça, c'est une complication qui fait qu'on est obligé de vous garder la première journée lorsque vous prenez la première pilule. La deuxième journée, c'est réglé. Le cœur a très bien compris comment ça marchait, puis il ne répond plus à ce genre de problème-là, ou il ne le produit plus. L'autre effet secondaire qu'on doit surveiller, c'est un édème de la macula. Ça, c'est une portion de la rétine qui est près de la portion, en fait, c'est la portion de la rétine qui voit le mieux, de sorte que lorsque le patient présente un édème, une enflure de la macula, il va voir embrouiller. Et ça se produit en général en 3 et 4 mois du début de la médication. Les gens s'en aperçoivent, mais quand même, pour prévenir cette complication-là, tous les patients doivent passer une évaluation ophtalmologique ou optométrique avant le début du traitement, puis 3 à 4 mois après. Puis s'il y a un édème de la macula, c'est réversible, mais ça veut dire aussi que le patient ne peut plus jamais prendre le Gilenya. Il peut y avoir une élévation des enzymes hépatiques, comme plusieurs autres médicaments, donc ça oblige un monitoring du foie. Puis comme j'ai mentionné, il y a des S1P1 dans les bronches, ça peut augmenter la fréquence des bronchites ou même des pneumonies, donc c'est à surveiller. Et à cause de cette surveillance-là, ça nous oblige à être beaucoup plus sélectifs dans le choix des patients. En fait, c'est vrai pour tous les médicaments que j'ai mentionnés, il faut être sélectif. Il y a des patients qui ne sont pas des bons candidats. Par exemple, quelqu'un qui aurait des troubles cardiaques ou qui serait obligé de prendre des médications pour le cœur, probablement que dans la plupart des cas, ils ne pourront pas prendre de Gilenya. Donc, il va falloir regarder une autre médication. Ça, c'est un petit peu plus petit, mais j'espère que vous voyez quand même assez bien. Mais ça redit un petit peu ce que je viens de dire. Des effets secondaires cardiovasculaires qui sont transitoires et qui sont réversibles. Ici, on parle de résolutif, ça veut dire que ça rentre dans l'ordre de soi-même. Et puis, à part le ralentissement qui est nommé ici avec le terme bradycardie, on a également des blocs dans le système électrique du cœur. Le passage du courant électrique entre les oreillettes et le ventricule est ralenti. Ça donne des blocs de type 1. Et ça aussi, c'est réversible. Ce n'est non symptomatique dans la très grande majorité des cas. Et puis, la pression artérielle à long terme augmente peut-être légèrement. Mais ça, il n'y a pas assez de recul maintenant. C'est un médicament qui a été approuvé il y a quelques années seulement. Donc, on ne peut pas dire qu'après 5 ans ou 10 ans, ça a un impact. Là, on n'a pas de recul pour ça. Il peut y avoir une incidence augmentée des infections herpétiques, comme j'ai mentionné tantôt. Donc, il faut faire... ça se traite, mais quand même, ça demande une certaine surveillance. Ça veut dire aussi qu'avant de commencer le traitement, tout le monde, on doit vérifier chez tous les patients s'ils ont des anticorps anti-herpès ou anti-varicelle, parce que c'est le même virus. Et s'ils sont négatifs, il faut les vacciner avant de commencer le traitement, pour qu'il y ait une défense contre l'herpès avant de commencer le Gilenya. L'édème maculaire, j'ai dit qu'on doit le monitoriser avec une évaluation en optométrie avant et après 3 ou 4 mois. Puis les tumeurs, il y a eu des tumeurs dans les études, mais ça n'a pas été en excès du groupe placebo, donc on ne peut pas attribuer une relation particulière avec le risque des tumeurs. Bon, un autre médicament, 75, je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors, Tecfidera, le BG12 ou Tecfidera, c'est une nouvelle molécule. Lui également a été approuvé l'année passée. Ça agit d'une façon... alors, le BG12, c'est un fumarate. Le fumarate fait partie du cycle métabolique qu'on appelle le cycle de Krebs. On en a des fumarates dans le corps humain naturellement, mais là, on reçoit des doses plus considérables. Et ça agit sur certaines voies métaboliques. On parle ici de la voie transcriptionnelle NRF2. Ça paraît bien, mais il n'y a pas grand monde qui sait exactement ce que ça fait. Mais en bout de ligne, on peut quand même mesurer des résultats. Ça a un effet neuroprotecteur. Et puis, neuroprotecteur non seulement sur les cellules qui pourraient être attaquées par l'inflammation, donc ça diminue ce qu'on appelle la réponse oxydante, donc c'est antioxydant. Et également, ça agit sur les cellules inflammatoires. Mais une fois qu'on a dit ça, comme j'ai dit, on ne comprend pas très bien les mécanismes intimes, comment ça agit.
Alors, c'est une pilule qu'on prend 2 fois par jour. En fait, c'est 2 médicaments qu'on prend 2 fois par jour. Là, la compagnie va probablement produire un comprimé qui est unique 2 fois par jour, mais on n'est pas rendu là au Canada encore. Et puis, c'est pris par la bouche, ça c'est dissous dans l'intestin et c'est efficace au niveau des études qui ont été faites. Alors, on va voir que chez les patients qui prenaient le diméthylfumarate ou le Tecfidera maintenant, versus le placebo, bien, il y avait une réduction de 49 à 50 des poussées. Il y avait également une diminution des nouvelles lésions en IRM. Et puis, il y avait il n'y avait pas une stabilisation aussi convaincante ou aussi significative, comme on dit en statistique, que d'autres produits, mais il y en avait une quand même. Et puis, et on voit ici là, que la dose qui est retenue, c'est 2 fois par jour. Dans l'étude, on avait une dose également à 3 fois par jour, mais elle n'est pas retenue. Elle est retenue aux États-Unis, mais pas au Canada. Et puis, on parle donc d'une réduction de 49 %. Donc, encore une fois, un produit plus efficace que la première génération, mais dont il faut surveiller certaines choses. Et les effets secondaires qu'on a, c'est essentiellement dans les premiers mois. Ça se place par la suite et ça comporte surtout une espèce de rougissement ou de rougeur du visage et des avant-bras, parfois du haut de la poitrine, qui peut s'accompagner d'une sensation de brûlure ou de chaleur et de picotement. Et ça arrive dans le premier 4, 6, moins 8 semaines. Ça a tendance à diminuer. Si on prend une aspirine le matin, enrobée évidemment, on peut peut-être abolir cet effet secondaire. Et les patients les études vont parler d'un flushing du visage. L'autre effet secondaire qui est peut-être plus dérangeant, c'est que ça peut causer également des malaises abdominaux, même des douleurs abdominales, même des douleurs à l'estomac, avec des nausées et chez certains patients des vomissements, puis même des selles molles. Et ça dérange plus les patients. En tout cas, dans notre expérience à nous, c'est le symptôme qui dérangeait le plus. Les rougeurs, ça ne dérange pas tellement. C'est pas tellement plus rouge qu'un verre de vin. Et puis, mais par contre, les problèmes gastro-intestinaux ont été dérangeants et ça a causé l'abandon chez certains patients. Donc, c'est un médicament efficace, mais dont il faut apprendre à gérer les effets secondaires. Une fois que les premiers, disons, 2 mois sont passés, ça se passe plutôt bien. Il faut surveiller les globules blancs dans certains cas parce que cette médication peut aussi faire baisser les globules blancs. Et puis, si les globules blancs sont à bas de façon prolongée, ce serait quelque chose à surveiller de près. Il y a d'autres fumarate qui existent, surtout en Allemagne, qui sont utilisés pour le traitement du psoriasis, qui ont causé des complications chez des patients qui avaient des globules blancs bas de façon persistante. Alors, ça n'est jamais arrivé avec le diméthylfumarate, mais c'est quelque chose à surveiller. Les autres effets secondaires, en général, sont légers, mais il faut surveiller le foie, comme la plupart des autres produits. Bon, je vais aller assez vite. Le terriflunomide, lui, il vient d'être approuvé. C'est un médicament oral également. Lui, bloque la prolifération. Alors, quand on a une infection dans le corps humain, nos globules blancs se mettent en branle pour nous défendre, donc se mettent à se multiplier. Et il y a des cellules donc qui se multiplient moins rapidement, d'autres plus rapidement. Alors, le terriflunomide ou Aubagio maintenant va plutôt contrôler les cellules qui se divisent rapidement. Puis si on se rapporte à la situation de la sclérose en plaques, mais à ce moment-là, il est facile de concevoir que dans la sclérose en plaques, comme il y a une inflammation active, il y a un pôle, il y a un groupe de cellules T qui se divisent plus rapidement que les autres, et l'Aubagio, à ce moment-là, va probablement cibler ce pôle-là de sorte que ça diminue la réponse inflammatoire également. Puis ça a été vérifié dans plusieurs études qui sont listées en bas. Et les résultats sont comme ceci. Donc, ça réduit la fréquence des poussées de 30 à 36 % dépendant de l'étude. Donc, on voit que c'est quand même un petit peu moins que 48-49, que 55 et 67. Ça se situe en conclusion à peu près à un degré d'efficacité des autres premières lignes, avec la différence majeure que c'est un produit qui se prend par la bouche. Ça a également eu une action sur la résonance magnétique. Ça, je vais passer vite là-dessus parce que le temps s'achève. Mais là, je n'ai pas parlé grand-chose encore. Mais encore une fois, il y a des choses à surveiller. Un petit peu plus d'infection à cause que c'est un médicament qui réduit le nombre de globules blancs. Ça va causer des diarrhées, mais pas comme le BG12 ou Tecfidera.
Ça peut causer des nausées. Ce qui peut déranger certaines personnes, peut-être les dames en particulier, c'est que dans le 2e ou 3e mois, ça va entraîner la perte de cheveux. Ils ne tombent pas là, comme avec une chimiothérapie, mais on va voir qu'il y a plus de cheveux dans la brosse. Et puis ça peut inquiéter certaines gens, mais ça affecte seulement qu'un cycle de croissance des cheveux et les cycles subséquents se replacent, donc ça ne paraît pas en bout de ligne. Et puis à part ça, mais ça peut affecter les enzymes hépatiques, comme on voit ici à la dernière ligne. Alors, les nouveaux traitements, ils sont au nombre de 5 depuis 2010, ont tous été prouvés comme efficaces dans des études contrôlées qui ont été faites avec tout l'art consommé que certains chercheurs peuvent avoir. On a une bonne connaissance des effets secondaires, mais je dois avouer que c'est à court terme. À long terme, on ne l'a pas encore, sauf pour le TYSABRI, qu'on connaît bien les effets secondaires à court et à moyen terme. Et finalement, chaque médicament a un mode d'action un peu différent, une prise un peu différente, a des effets secondaires différents. Puis, ça nous oblige à cibler les patients pour chaque produit, parce que comme je disais tantôt, il y a des patients qui ont des problèmes cardiaques ne pourront probablement pas prendre Gilenya. Ça vous oblige donc, autrement dit, à la fois le patient et les équipes soignantes à bien discuter de chaque produit en pesant le pour et le contre. Et puis, en sous-pesant le fait que les agents payeurs influencent beaucoup le choix des médicaments, ce qui n'était pas du tout le cas pour la première génération. On pouvait prescrire à peu près ce qu'on voulait jour et nuit. Mais maintenant, certains produits sont approuvés seulement pour la première ligne. Certains produits sont approuvés pour remboursement pour la 2e ligne et même pour certains seulement qu'en 3e ligne. Donc, tout ceci, ces facteurs-là, ces paramètres-là, vont devoir être discutés avec l'équipe soignante. Là, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je vais être obligé d'arrêter. Puis, je vais laisser la parole au docteur Grandmaison.